Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Ce nouveau podcast est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une trilogie avec mon invité qui est un médecin gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue, spécialiste en immunologie et ostéopathe. Il est expert entre autres du microbiote, du SIBO et de la dysbiose intestinale. Ses recherches ont débouché sur des stratégies thérapeutiques comme notamment la mycothérapie pour soigner des pathologies tant immunitaires qu'infectieuses, dégénératives ou digestives et agir aussi sur la dépression. De nombreuses données indiquent aujourd'hui que le microbiote interfère avec notre système nerveux central et que de notre sphère digestive dépend notre santé globale. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bruno Donatini. Bonjour docteur. Bonjour. Alors je précise pour celles et ceux qui nous écoutent qu'il s'agit d'un triptyque en fait sur le thème de la bonne santé de la sphère intestinale avec un tome 1 sur le fonctionnement de l'écosystème intestinal et les pathologies liées à ce dysfonctionnement, un tome 2 sur les diagnostics, la recherche et les praticiens, et enfin un tome 3 sur comment se soigner et le point sur le régime alimentaire, sur les régimes alimentaires, pardon. Alors, dans ce tome 1, nous allons aborder le fonctionnement de l'écosystème intestinal et les pathologies liées à ce dysfonctionnement. Alors, cette première question, quels sont les facteurs majeurs de déséquilibre de l'écosystème intestinal et pourquoi nos flores sont-elles en berne ? Cet équilibre, selon ce que l'on peut constater en pratique et pour simplifier, va s'appuyer sur deux grands facteurs. C'est l'équilibre vagobiotal ou une symbiose vagobiotale. Donc le nerf vague va déterminer la vitesse des vidanges et la coordination des vidanges. C'est le système nerveux automatique du tube digestif, mais aussi de ses glandes. Et d'autre part, la qualité du microbiote. Et donc les bactéries qui habitent notre intestin. Première remarque, ces bactéries sont partout, elles vont également occuper, pas pour toutes bien sûr, mais occuper le foie, le pancréas et l'ensemble des organes. Ce n'est pas seulement la lumière du tube digestif qui est concernée par les bactéries, c'est aussi le tissu, et je dirais le tissu va sélectionner selon sa profondeur le type du microbiote. Donc, le nerf vague est très influencé par la pollution qui nous entoure, pas seulement les poussières et les composés que l'on peut respirer, mais aussi les médicaments, et on utilise de plus en plus de médicaments et notre environnement est de plus en plus artificiel et pollué. Donc premier grand volet, l'atteinte du nerf vague va devenir une des grandes problématiques de notre temps. Et on reviendra sur le nerf vague tout à l'heure. Ouais. Et donc, c'est la coordination des mouvements digestifs. Et deuxièmement, le microbiote qui va dépendre de ce que l'on mange. Et on mange de plus en plus d'aliments préparés, surpréparés, ultra transformés, dit-on, avec de plus en plus de farine, de sucre. Et on ingère de moins en moins de composés riches en endobiotes, c'est-à-dire en bactéries qui viennent de la terre. On s'éloigne de la terre. Donc ça, c'est un point fondamental. Notre alimentation n'est plus naturelle. Et enfin, toujours sur le biote, on utilise trop d'antibiotiques, mais ça, je dirais, c'est un leitmotiv que l'on connaît bien. Mais pourtant, les patients demandent beaucoup d'antibiotiques et ça reste une classe très prescrite par les praticiens. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de poussière. J'aimerais bien que vous insistiez un peu sur ces types de poussières que l'on trouve un peu partout et notamment aussi parfois dans certains compléments alimentaires, par exemple. Tout à fait.
Donc, les poussières peuvent être bien sûr respirées, on en parle beaucoup avec nos pollutions atmosphériques et c'est très dangereux. Ça peut être ingéré, les farines sont des poussières, les poudres par définition c'est moins de 100 microns, donc la farine en est un exemple. Les meules peuvent rajouter des grains de silice et plus la poussière est non réactive, plus elle est dangereuse puisque notre organisme ne peut pas l'éliminer. Elle va créer des granulomes, des points d'inflammation permanents, et c'est ce qui explique le poumon du mineur. Donc une fois que vous avez respiré, c'est définitif. Si vous mangez des compléments alimentaires qui contiennent des matières inertes, vous ferez des granulomes dans votre intestin. De la même façon, si vous consommez beaucoup de nanoparticules, les particules vont pénétrer les muqueuses, elles sont faites pour ça, et elles vont s'accumuler dans des endroits que l'on ne peut pas prévoir pour l'instant, parce que ça circule énormément, et ce sont des molécules neutres. Donc c'est très dangereux. On est en train de créer un monde artificiel qui permet d'absorber des choses qui ne sont plus maîtrisables par nos muqueuses et notre biote de surface. D'accord. Alors, pour revenir sur le biote, comment se constitue notre biote à la naissance et comment est-ce qu'il évolue au fil du temps? Pour bien comprendre. Le microbiote, donc, en effet, évolue avec le temps. On pense que, d'une part, le fœtus n'est pas stérile, le placenta n'est pas stérile, il est protégé par certaines bactéries qui viendraient de la bouche de la maman, et d'ailleurs de cette flore buccale dépendrait la fertilité. Donc le placenta va protéger l'enfant, l'enfant va lui-même acquérir quelques bactéries in utero, et ensuite il va être exposé. Alors on pense que la flore vaginale pourrait jouer un rôle, mais c'est de plus en plus débattu. Mais il va surtout être exposé, après la naissance, au microbiote, au biofilm des gens qui l'environnent. Et dès la première semaine, on va trouver des traces de ce biofilm. Et dès les 3 premiers mois, on a déjà un biofilm bien constitué qui dépend des personnes qui l'ont pris en charge. Ça peut être aussi bien la nounou que la famille ou un proche de la famille. Donc, première étape jusqu'à 3 mois. Ensuite, il va y avoir l'agression de la flore aérienne, avec un rôle très important des microparticules, un risque avec l'aspergillus, qui est une levure dépendante de l'humidité, donc surtout pas d'environnement humide. Et là va se former un biote qui va être stable à partir d'environ 2 ans. Et de 2 ans jusqu'à 70 ans, sauf erreur, sauf antibiothérapie, sauf maladie infectieuse digestive, on va conserver plus ou moins cette empreinte que l'on a acquise dans les 2 premières années. Alors vous parlez d'antibiothérapie, forcément tout le monde y a plus ou moins droit à un moment donné. L'antibiothérapie qui va faire d'énormes dégâts, c'est une antibiothérapie qui va changer l'entérotype, donc cette flore acquise à l'âge de 2 ans. Il faut des antibiothérapies extrêmement lourdes, à large spectre, et en général c'est plus de 2 fois 10 jours successifs. D'accord, c'est ce dont vous parlez quand vous parliez d'antibiothérapie. Oui. D'accord. Alors vous parlez beaucoup de l'intestin grêle, et en quoi est-il un organe essentiel pour notre immunité? Et revenons aussi sur son rôle. L'intestin grêle est un organe très particulier, assez unique. Premièrement, il n'y a pratiquement pas de tumeur dans un intestin grêle, à part quelques tumeurs endocriniennes rares qu'on appelle les carcinoïdes. Il n'y a pas de cancer des muqueuses du grêle. D'accord. Donc, grande surprise. Oui. Deuxièmement, terrain immunitaire par excellence, avec des ganglions tout le long de sa surface. Il représente 80% de la défense immunitaire de l'organisme. Les globules blancs viennent s'éduquer ici, véritable école de police. Donc, l'intestin grêle, le lieu de l'immunité. Troisièmement, l'absorption presque exclusive des aliments se fait à cet endroit. Le côlon n'absorbe qu'un tout petit peu d'eau, quelques acides gras qui sont indésirables puisque ça va nous faire de la vilaine graisse. Donc le grêle absorbe tous les sucres rapides, les acides gras oméga 3, les vitamines, les protéines. Il va donc très rapidement, dès les 70 premiers centimètres, absorber 70% des nutriments. D'accord.
Alors c'est intéressant, vous parliez aussi tout à l'heure, et ils ont un lien évidemment entre eux, du nerf vague, qui est assez méconnu. Et quel est son impact, quel est son rôle par rapport au système digestif? C'est ce qu'on appelle aussi le système parasympathique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc le nerf vague ou parasympathique est un nerf crânien. Donc il sort, il part du cerveau, sort de la boîte crânienne et va innerver tous les organes du thorax et de l'abdomen. Seul le pelvis n'est pas concerné par ce nerf. Il y a un nerf vague droit qui va innerver tout le pharynx droit, la thyroïde, le cœur, le haut du poumon droit, le foie, la tête du pancréas, le duodénum, le rein, la surrénale. Et lui, c'est le nerf, on dit, de l'émotionnel, pour reprendre un terme de naturopathie. En pratique, tout être vivant est asymétrique et donc il est important de trouver cette protection du vague droit par rapport au tube digestif qui est le grand méchant exposé aux bactéries. Donc ce nerf vague droit doit être préservé et nous verrons qu'il y a une frontière très nette entre le vague gauche et le vague droit. Et le vague gauche, lui, part du côté gauche et va finalement innerver l'estomac, l'intestin grêle et les 3/4 du côlon et contenir, devoir s'opposer par une motricité extrêmement régulée aux agressions du microbiote. D'accord. Alors qu'est-ce que ça entraîne des perturbations du nerf vague justement ? Le nerf vague va donner de très nombreux symptômes. Il peut être hyper stimulé ou au contraire défaillant. D'accord. Et donc dans les défaillances, on va noter les hypotensions, les malaises, les vertiges, certains acouphènes. On peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out. On peut avoir des défaillances des surrénales, de la thyroïde. C'est un excellent organe de baisse de l'inflammation. Il est utilisé comme tel. Les travaux du professeur Bonaz l'ont largement repris. Donc cette défaillance est rencontrée chez très nombreuses personnes. On va même avoir l'insomnie. On va avoir des défauts de vidange digestive avec des ballonnements, des alternances diarrhée-constipation. Oui. L'hypertonie du nerf vague, eh bien, un exemple, ça va être l'asthme avec un bronchospasme. Ça va être une hypertonie de l'intestin grêle avec le syndrome métabolique. Et c'est multipathologie, c'est pas forcément une de celles-ci. Voilà, on est dans l'intégratif. On n'est pas dans la spécificité que l'on peut retrouver dans la médecine allopathique. Vous avez tel diagnostic qui concerne telle spécialité. On est vraiment dans le transversal. Donc c'est difficile à appréhender, sauf outil de mesure adapté. Pourquoi est-il assez méconnu finalement ce nerf vague aujourd'hui ? Dans la recherche ou même dans les publications Nous ne sommes pas dans une vision médicale transversale ou intégrative. Nous sommes dans une vision médicale de spécialité. Aucun spécialiste n'existe pour le système nerveux autonome. Et or, le nerf vague, c'est l'intégratif. Du haut jusqu'en bas. Par définition, il coordonne les fonctions. Oui. Et c'est même pas de la neurologie. Oui. C'est du viscéral. Un cœur ne peut pas bien fonctionner s'il n'est pas bien nourri. Donc l'intestin doit bien fonctionner. L'inflammation va être régulée par le foie en partie. Donc tout doit être coordonné par cet organe sur qui tout repose en définitive, c'est-à-dire la coordination du microbiote et la coordination des différents organes. Et malheureusement, la médecine traditionnelle l'a occulté, alors qu'il existe anatomiquement, que sa physiologie est connue, que son récepteur, l'acétylcholine, est bien utilisé, qu'on va utiliser des poisons pour tuer les insectes en attaquant leur nerf vague, etc. Donc il n'y a pas encore de discipline bien orientée contre ça. Même l'ostéopathie va plutôt s'attacher à des mouvements rapides, la manipulation, qui est le nerf sympathique, et assez peu aux mouvements lents et profonds, qui s'intéressent au parasympathique. Ce que fait peut-être plutôt la fasciathérapie. Oui. D'une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement le nerf vague est un espèce de lien entre nos deux cerveaux que sont effectivement la sphère intestinale, le microbiote, et notre cerveau Je le pense de plus en plus.
je pense qu'en effet, on a un maillage extrêmement dense au niveau des viscères digestifs, que leur distension permet la propulsion, la bonne motricité. Dans le système digestif, on a vraiment une coordination extrêmement précise. Quand on appuie ou que l'on distend un endroit, ça se referme au-dessus et ça s'ouvre au-dessous. Donc il y a un système de fermeture et un système d'aspiration. Et on a remarqué que lorsqu'il était défaillant, on avait par voie de conséquence une inflammation, une flore ralentie, plus agressive, qui a besoin de moins d'oxygène. Si vous distendez, il y a moins de perfusion, il y a moins d'oxygène, la flore devient anaérobie, cette flore mange les tissus, devient dangereuse. Quand on a cette inflammation, on s'est aperçu que les cellules immunitaires locales étaient inflammatoires et qu'elles pouvaient remonter au cerveau, soit par une voie vasculaire, qui est la vascularisation veineuse, dont la veine cave, la grande veine qui va vers le cœur, ou le long des nerfs vagues. Et donc ce nerf vague va servir de transporteur aux herpès-virus qui passent par la microglie, par ces cellules immunitaires digestives, et c'est la microglie qui va créer un retentissement sur le comportement, les addictions, l'inflammation, la dépression. Et donc cette microglie contient les herpès-virus. D'accord. C'est fascinant quand même. C'est fascinant et on voit qu'on a encore à découvrir beaucoup de choses finalement sur ces aspects-là. Enfin, qu'on est peut-être au début on est au début de ces liens. D'une redécouverte de l'inflammation d'origine digestive à retentissement sur le comportement, les habitudes et finalement l'adaptabilité de l'être humain à son environnement. Oui. Alors justement, on va poursuivre avec un petit peu notre compréhension de cet écosystème avec le rôle des enzymes pancréatiques. Vous en parlez également pas mal. Quel est leur rôle et leur importance ? Donc le pancréas a en effet une fonction endocrinienne mais aussi exocrine avec la synthèse d'enzymes. Ils permettent par l'amylase de digérer de très nombreux sucres, par la trypsine, chymotrypsine de digérer les protéines et les lipases d'assimiler les graisses souvent insaturées, donc très bénéfiques. Donc ces enzymes pancréatiques sont théoriquement surdosées pour un être humain et on peut avoir un déficit de 90% sans avoir de déficit de malabsorption. Malheureusement, le pancréas est un organe fragile. Si vous activez les enzymes dans le canal, par exemple par un reflux venant de l'intestin vers le pancréas, vous allez avoir une autodigestion de ces enzymes et à partir de 90% de perte, vous aurez une malabsorption sévère par carence enzymatique. Et cette malabsorption va se concrétiser par une perte de poids importante avec une perte de graisse. Pour reprendre un terme technique, on va doser l'élastase dans les selles. Si elle est basse, on a le diagnostic. D'accord, c'est comme ça qu'on peut savoir. Le simple fait de rajouter une enzyme pancréatique par voie orale va corriger le déficit. D'accord, très bien. C'est très clair. Alors tout à l'heure, vous parliez d'entérotypes et vous parlez de 3 entérotypes qui sont des profils définis. Est-ce qu'on peut les lier avec les profils des doshas en Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha ? Ça, c'est une très bonne corrélation, en effet. Les publications dans de grandes revues comme Nature ont établi qu'il y avait finalement assez peu de variabilité. Il n'y a que 3 biofilms compatibles avec la vie. Tous les autres biofilms vont décomposer la vie et c'est le grand recyclage. Donc pour pouvoir survivre, vous ne pouvez que débuter avec l'un de ces 3 entérotypes. Donc il y a l'entérotype qui est basé sur l'hydrogène, c'est Bacteroidetes et c'est le dosha Pitta, le sportif, l'explosif, l'énergie. Donc c'est très bien corrélé. Le deuxième, c'est le ruminococcus, un peu lent, c'est Kapha, le méthane. Ouais. Surtout ne pas bousculer, l'énergie est là, la réservoir est là. Ouais. Hein, on va plutôt gérer, donc c'est la gestion de l'existant. Un peu la force tranquille. C'est ça, la force tranquille. Et puis vous avez le dernier qui est le Prevotella, c'est la bactérie agressive qui découpe les tissus.
et qui va donc finalement mettre l'individu dans une situation un peu précaire, de malabsorption, de carence, beaucoup de gaz mais peu d'énergie, et donc là c'est Vata. D'accord. C'est Vata. Et ces profils sont pareils comme notre biote, déterminés, on conserve ce profil, ou en tout cas des mix de profils avec des dominantes, j'imagine, tout au long de notre vie? Tout à fait, donc on va avoir une orientation très précoce. Comme je vous l'ai dit, on parle de 2 ans, ça peut être entre 2 et 3 ans, et on va avoir en effet des enfants qui vont faire des caries, d'autres pas. Des enfants qui vont avoir de la constipation relativement tôt et qui vont avoir une petite prise de poids plus rapide. Donc ces profils sont en effet déterminés très tôt. Et donc la personne qui aura des caries, de l'acné, de la malabsorption, ça va être Vata, ça va être Prévotella. La personne qui sera ruminococcus avec une constipation, une dépression ou tendance à la dépression, ça va être plutôt ruminococcus. Donc on va avoir très tôt cette détermination du biote. Maintenant, l'environnement peut jouer, en effet. Si vous avez reçu des antibiotiques, si vous avez subi des carences ou des gastro-entérites, vous allez changer de microbiote. Si vous avez une intoxication avec un toxique anticholinergique, vous aurez un blocage de vidange et vous allez changer votre biote. Oui. Alors quand vous parlez de vidange, simplement pour bien préciser au niveau de celles et ceux qui nous écoutent, vous ne parlez pas d'aller à la selle, vous parlez de la vidange plus haute, au niveau de l'intestin, c'est ça? Oui, donc le nerf vague est prédominant dans la qualité de l'absorption, la motricité. Il faut bien le séparer de la partie basse, la partie du périnée, donc la partie du bas du côlon, du rectum et de l'anus est dominée par le parasympathique pelvien. Et il y a bien sûr des risques de constipation lorsque cet appareil pelvien est touché, mais l'essentiel du microbiote va dépendre de la partie haute. Et encore une fois, le nerf vague s'occupe du pharynx jusqu'au sigmoïde et détermine et la motricité et la qualité de la muqueuse et de l'absorption et de l'inflammation, et va rapporter tout ça, parce que 80% de son rôle, c'est d'informer le cerveau, va rapporter tout ça au cerveau et va transformer le comportement en fonction du biote et de l'inflammation qu'il aura rencontré. Oui, d'accord. C'est très clair. Alors, on va passer un petit peu, justement, on va continuer sur les pathologies. Qu'est-ce qu'une dysbiose intestinale et les signes de cette dysbiose? Combien de personnes seraient concernées, d'ailleurs? Vous avez une idée un peu des chiffres? Ou en tout cas des pourcentages? Alors, ce sont des chiffres d'ailleurs, les oui, pourcentages. on va déjà essayer de définir et ensuite on verra comment on peut rapprocher à certaines pathologies liées pour à ça. donner un ordre de grandeur. La dysbiose, théoriquement, c'est une flore prélevée dans l'intestin grêle, parce qu'on parle essentiellement de dysbiose de l'intestin grêle. Donc c'est une flore prélevée dans l'intestin grêle qui serait inadaptée, soit une flore qui ne devrait pas s'y trouver, soit une flore normale mais en trop grande quantité. Classiquement, donc c'est un prélèvement par un petit tube, mais de plus en plus, c'est un dosage par un test respiratoire, puisque l'essentiel des gaz traverse la muqueuse digestive, se dissout dans le sang et est exhalé lors de l'expiration normale. Donc on y reviendra longuement dans le tome 2. La dysbiose, c'est donc une anomalie lors du test respiratoire. Qu'est-ce que ça va donner comme symptômes? Classiquement, ballonnement, troubles d'absorption, douleurs digestives, troubles du transit, ça peut être diarrhée, constipation ou alternance diarrhée-constipation. Ça ressemble étrangement à ce que l'on appelle le côlon irritable. Et en fait, le côlon irritable est une pathologie du grêle. Bon, c'est un peu paradoxal. Oui. Et le côlon irritable, c'est au moins 15 à 20% de la population. Donc ça donne une idée de la dysbiose officielle. Parmi les patients, même avant que je ne me spécialise dans la mesure du test, 80% des patients dans la consultation digestive souffrent d'une dysbiose de l'intestin grêle.
C'est énorme. Donc c'est l'essentiel de l'activité en gastro-entérologie. On dit cela dit, les gens qui viennent vous voir viennent vous voir maintenant, parce qu'ils ont c'est de ce type plus en problème. plus. Maintenant, c'est oui, vous voyez ça en augmentation, vraiment? Oui, oui, de plus en plus. Alors, pour poursuivre sur cet aspect-là, on voit un terme apparaître plus récemment qui est un SIBO, qui serait la prolifération bactérienne intestinale. Est-ce bien cela? Oui. Est-ce que c'est la même chose que la fermentation intestinale? Le SIBO, c'est en effet la pullulation dans l'intestin grêle. Donc, on peut indiquer que c'est une sorte de dysbiose et c'est rattaché à la fermentation. En effet, on doit distinguer fermentation et putréfaction. Il n'y a pratiquement pas de pathologie de fermentation ou de putréfaction de la graisse. Donc la putréfaction concerne surtout les protéines. La fermentation, c'est un problème relatif au sucre et aux hydrates de carbone. L'essentiel des pathologies sont rattachées aux troubles de fermentation. Donc le traitement et la compréhension reposent sur la compréhension de la fermentation. Et les différents types de fermentation qui vont aboutir à des acides gras à courte chaîne, et différentes chaînes métaboliques permettent de comprendre les bactéries qui vont prendre le dessus. Et donc, ça se recoupe étroitement avec les entérotypes que l'on identifie et les personnalités. Et c'est la fermentation qui détermine ça. Et alors, là, quand ça fermente, c'est qu'il y a malabsorption. Et alors, prise de poids, c'est vrai, il y a vraiment une corrélation importante. Dès que vous avez une malabsorption de sucre, vous aurez la synthèse d'acides gras à courte chaîne. 3 grands types d'acides gras, l'acide acétique, le vinaigre. Ensuite, vous avez l'acide butyrique qui est considéré comme utile comme nutriment aux muqueuses, et l'acide propionique. L'acide propionique est moins toxique que l'acide acétique qui, lui, va s'accumuler dans les viscères. Donc, ce que l'on souhaite éviter à tout prix, c'est un excès de synthèse d'acide acétique. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les liens entre anxiété, dépression et microbiote, parce que finalement, il y a quand même, en France, on est des gros consommateurs d'antidépresseurs. Sans parler effectivement des anxiolytiques, des somnifères, etc. Je crois que 10 millions de personnes souffrent de dépression. Donc ce serait une bonne nouvelle si on peut soigner, en soignant le microbiote, soigner aussi une dépression par exemple. Alors beaucoup d'éléments nouveaux dans la décennie précédente permettent d'établir, on peut dire que c'est établi, que la dépression est une maladie inflammatoire, cérébrale, et qu'elle est rattachée au microbiote digestif, en particulier à la surconsommation de fructose. Donc il y a un lien étroit entre fructose, dysbiose et dépression. Dans la dépression, on a, comme je l'ai déjà cité, un phénotype microglial. La microglie, ce sont ces cellules immunitaires qui se fixent dans un tissu, et lorsque ces cellules sont activées, il y a hyperinflammation, et dans la dépression, donc ces cellules microgliales sont de type 1, c'est-à-dire activées avec la synthèse de médiateurs inflammatoires présents à la fois dans le digestif et dans le cerveau. Et il y a une communion de toute façon des deux organes. Donc premièrement, c'est une pathologie inflammatoire avec des cytokines, interleukine 6, interleukine 2, présentes dans le cerveau et dans le tube digestif. Deuxièmement, cette inflammation est d'origine bactérienne, ce sont des fragments de bactéries, on peut appeler ça des toxines, des endotoxines, on peut appeler ça des lipopolysaccharides, une perméabilité intestinale, ce que vous voulez, ces fragments de bactéries vont stimuler l'immunité localement et par voie sanguine. Donc ces fragments sont directement dépendants de bactéries qui consomment du fructose. Toutes les études épidémiologiques ou scientifiques l'ont démontré, même sur des longues durées de plus de 20 ans. L'étude d'Unedin, qui a suivi près d'1 millier de personnes pendant 20 ans, ont montré que c'était dépendant de la consommation de sucre. On sait que les personnes qui consomment moins de lactose, moins de fructose, des produits non raffinés, souffrent moins de dépression. Quand vous parlez de fructose, vous incluez aussi, évidemment il y en a dans les fruits, mais dans une moindre mesure quand même, par rapport à du sucre raffiné.
on s'approche des conseils alimentaires et diététiques, et en effet, dans les grands conseils diététiques, on va réduire chez les personnes souffrant de dysbiose, surtout lorsqu'il y a une atteinte du nerf vague ou des signes d'anxiété ou de dépression, on va réduire la consommation de fructosides. Et ces fructosides vont amener à sélectionner des fruits moins riches en fructose. On n'élimine bien sûr pas les fruits. Vont amener aussi une sélection de certains légumes qui sont fermentescibles. Donc on va diminuer ces quantités-là, afin de réduire la dysbiose et de réduire l'inflammation. Oui, bien sûr. Alors, pour conclure, quelles autres pathologies sont en lien avéré avec le système digestif, qui est notre deuxième cerveau? Maladie de Crohn, on peut en citer beaucoup, j'imagine. Alors, dans les exemples typiques, on a en effet clairement rattaché à un défaut de flore les grandes pathologies inflammatoires de l'intestin. Donc la maladie de Crohn, c'est une flore pauvre. Elle est favorisée par la prise d'antibiotiques. On sait que l'éradication excessive d'Helicobacter pylori va générer une maladie de Crohn. Deuxième, c'est la rectocolite hémorragique. C'est une flore anaérobie d'origine buccale, donc qui va donner une dysbiose agressive mangeant la muqueuse, essentiellement du côlon. L'autre exemple, ça va être le syndrome métabolique, une flore pauvre avec un spasme de l'intestin. C'est pour ça que le chirurgien va court-circuiter cette zone spasmée, et les très belles études qui se sont multipliées sur le bypass, qui est une méthode chirurgicale du surpoids, montrent que la microglie digestive va se modifier de façon brutale après ce court-circuit et va retentir en quelques semaines sur la microglie cérébrale, et vous avez une diminution de l'inflammation cérébrale qui s'ensuit. Ouais, c'est spectaculaire. Donc, c'est spectaculaire dans le syndrome métabolique. On a un modèle très clair physiologique chez l'être humain qui montre ce lien. On a également les maladies neurodégénératives. La maladie de Parkinson est une maladie qui va être rattachée à une protéine anormale qu'on appelle l'alpha-synucléine et qui remonte de l'intestin vers le cerveau en empruntant le nerf vague. Le fait de couper le nerf vague divise par 2 la maladie de Parkinson. Donc on a ici également couper le nerf vague ? La vagotomie était pratiquée pour diminuer l'ulcère de l'estomac il y a une certaine époque, et on a constaté qu'en effet, après des vagotomies thérapeutiques pour ulcère gastrique, on avait beaucoup moins de maladies de Parkinson. Donc c'est un autre exemple. La plupart des maladies neurodégénératives suivraient le même schéma. Très bien. Docteur Donatini, je vous remercie infiniment pour ce tome 1. Nous allons, donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à basculer sur ce tome 2 du podcast, où on va parler diagnostic, recherche, et évidemment, vers quel type de praticien peut-on aujourd'hui se tourner. Merci infiniment. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.